Pendant des centaines d'années, les ordinateurs analogiques étaient les plus puissants au monde, prédisant les éclipses, les marées et guidant les canons anti-aériens. Puis, avec l'avènement des transistors à semi-conducteurs, les ordinateurs numériques ont explosé. Aujourd'hui, pratiquement tous les ordinateurs que nous utilisons sont numériques. Mais aujourd'hui, une conjonction de facteurs crée les conditions d'un retour de la technologie analogique. Ceci est un ordinateur analogique, et en connectant ces fils d'une certaine manière, je peux le programmer pour résoudre toute une gamme d'équations différentielles. Par exemple, ce montage me permet de simuler une masse amortie oscillant sur un ressort. Sur l'oscilloscope, vous pouvez réellement voir la position de la masse au fil du temps. Et je peux faire varier l'amortissement, la constante du ressort, ou la masse, et nous pouvons observer comment l'amplitude et la durée des oscillations changent. Ce qui fait de cet ordinateur un ordinateur analogique, c'est qu'il n'y a pas de 0 ni de 1 ici. À la place, il y a une tension qui oscille de haut en bas, exactement comme une masse sur un ressort. Le circuit électrique est un analogue du problème physique, cela se passe juste beaucoup plus vite. En changeant les connexions électriques, je peux programmer cet ordinateur pour résoudre d'autres équations différentielles, comme le système de Lorentz, un modèle de base de convection atmosphérique. Le système de Lorentz est célèbre car c'est l'un des premiers exemples découverts de chaos. Et ici, vous pouvez voir l'attracteur de Lorentz avec sa magnifique forme de papillon. Et sur cet ordinateur analogique, je peux changer les paramètres et voir leurs effets en temps réel. Ces exemples illustrent certains des avantages des ordinateurs analogiques. Ce sont des dispositifs de calcul incroyablement puissants qui peuvent effectuer de nombreux calculs rapidement et ils consomment très peu d'énergie pour le faire. Avec un ordinateur numérique, si vous voulez additionner deux nombres sur 8 bits, il faut environ 50 transistors. Alors qu'avec un ordinateur analogique, vous pouvez additionner deux courants simplement en connectant deux fils. Avec un ordinateur numérique, pour multiplier deux nombres, il faut environ 1 millier de transistors qui commutent entre 0 et 1. Alors qu'avec un ordinateur analogique, vous pouvez faire passer un courant à travers une résistance, et la tension à ces bornes sera égale à I fois R. Vous avez donc effectivement multiplié deux nombres. Mais les ordinateurs analogiques ont aussi leurs inconvénients. D'une part, ce ne sont pas des dispositifs de calcul à usage général, vous n'allez pas faire tourner Microsoft Word dessus. Et aussi, comme les entrées et les sorties sont continues, je ne peux pas entrer de valeur exacte. Donc si j'essaie de refaire le même calcul, je n'obtiendrai jamais exactement la même réponse. Et puis, pensez à la fabrication des ordinateurs analogiques. Il y aura toujours une certaine variation dans la valeur exacte des composants comme les résistances ou les condensateurs. Donc, en règle générale, vous pouvez vous attendre à une erreur d'environ 1%. Donc quand vous pensez aux ordinateurs analogiques, pensez puissant, rapide et économe en énergie, mais aussi à usage unique, non reproductible et inexact. Et si cela vous semble rédhibitoire, c'est probablement le cas. Je pense que ce sont les principales raisons pour lesquelles les ordinateurs analogiques sont tombés en désuétude dès que les ordinateurs numériques sont devenus viables. Voici maintenant pourquoi les ordinateurs analogiques pourraient faire leur retour. Tout commence avec l'intelligence artificielle. Une machine a été programmée pour voir et manipuler des objets. L'IA n'est pas nouvelle. Le terme a été inventé en 1956. En 1958, le psychologue de l'université Cornell Frank Rosenblatt a construit le perceptron, conçu pour imiter la façon dont les neurones s'activent dans notre cerveau. Voici un modèle de base du fonctionnement des neurones dans notre cerveau. Un neurone individuel peut soit s'activer, soit non. Son niveau d'activation peut donc être représenté par un 1 ou un 0. L'entrée d'un neurone est la sortie de plusieurs autres neurones, mais la force de ces connexions varie. Chaque connexion peut donc avoir un poids différent. Certaines connexions sont excitatrices, donc elles ont des poids positifs, tandis que d'autres sont inhibitrices, donc elles ont des poids négatifs. Et pour savoir si un neurone donné s'active, on multiplie l'activation de chaque neurone d'entrée par son poids, puis on additionne le tout. Si cette somme dépasse un certain nombre, appelé biais, alors le neurone s'active. Mais si elle est inférieure, le neurone ne s'active pas.
Comme entrée, le perceptron de Rosenblatt avait 400 photocellules disposées en une grille carrée pour capturer une image de 20 par 20 pixels. Vous pouvez considérer chaque pixel comme un neurone d'entrée, son activation étant la luminosité du pixel. Même si techniquement l'activation devrait être soit 0, soit 1, on peut la laisser prendre une valeur comprise entre 0 et 1. Tous ces neurones sont connectés à un seul neurone de sortie, chacun avec son propre poids ajustable. Pour voir si le neurone de sortie va s'activer, on multiplie l'activation de chaque neurone par son poids et on les additionne. C'est essentiellement un produit scalaire de vecteurs. Si le résultat est supérieur au biais, le neurone s'active, sinon il ne s'active pas. Le but du perceptron était de distinguer de manière fiable deux images, comme un rectangle et un cercle. Par exemple, le neurone de sortie pouvait toujours s'activer face à un cercle, mais jamais face à un rectangle. Pour y parvenir, le perceptron devait être entraîné, c'est-à-dire exposé à une série de cercles et de rectangles différents, et ses poids ajustés en conséquence. On peut visualiser les poids comme une image, puisqu'il y a un poids unique pour chaque pixel de l'image. Au départ, Rosenblatt a mis tous les poids à 0. Si la sortie du perceptron est correcte, par exemple, ici, il voit un rectangle et le neurone de sortie ne s'active pas, alors les poids ne sont pas modifiés. Mais s'il se trompe, alors les poids sont ajustés. L'algorithme de mise à jour des poids est remarquablement simple. Ici, le neurone de sortie ne s'est pas activé alors qu'il aurait dû, car il a vu un cercle. Donc pour modifier les poids, il suffit d'ajouter les activations d'entrée au poids. Si le neurone de sortie s'active alors qu'il ne le devrait pas, comme ici lorsqu'on lui montre un rectangle, on soustrait alors les activations d'entrée des poids. Et on répète cela jusqu'à ce que le perceptron identifie correctement toutes les images d'entraînement qu'on lui a montrées. Cet algorithme converge toujours à condition qu'il soit possible de séparer les deux catégories. Le perceptron était capable de distinguer différentes formes comme des rectangles et des triangles ou encore différentes lettres. Et selon Rosenblatt, il pouvait même faire la différence entre chat et chien. Il disait que la machine était capable de ce qui s'apparente à une pensée originale. Et les médias s'en sont emparés. Le New York Times a qualifié le perceptron d'embryon d'un ordinateur électronique dont la marine attend qu'il puisse marcher, parler, voir, écrire, se reproduire et être conscient de son existence. Après avoir été entraîné sur de nombreux exemples, on lui présente de nouveaux visages qu'il n'a jamais vus et il parvient à distinguer avec succès les hommes des femmes. Il a appris. En réalité, le perceptron était assez limité dans ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait en fait pas distinguer les chiens des chats. Cette critique et d'autres ont été formulées dans un livre écrit par deux figures du MIT, Minsky et Papert, en 1969, ce qui a conduit à une période de déclin des réseaux neuronaux et de l'IA en général. On appelle cela le premier hiver de l'IA. Rosenblatt n'a pas survécu à cet hiver. Il s'est noyé en faisant de la voile dans la baie de Chesapeake le jour de ses 43 ans. Le NavLab est un camion apte à rouler, modifié pour que les chercheurs ou les ordinateurs puissent en prendre le contrôle si nécessaire. Dans les années 1980, l'IA a connu un regain d'intérêt lorsque des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont créé l'une des premières voitures autonomes. Le véhicule était dirigé par un réseau neuronal artificiel appelé Alvin. Il était similaire au perceptron, sauf qu'il comportait une couche cachée de neurones artificiels entre l'entrée et la sortie. En entrée, Alvin recevait des images de la route en 30 par 32 pixels. Ici, je les montre en 60 par 64 pixels. Mais chacun de ces neurones d'entrée était relié via un poids ajustable à une couche cachée de 4 neurones. Chacun de ces neurones était connecté à 32 neurones de sortie. Donc pour passer d'une couche du réseau à la suivante, on effectue une multiplication matricielle. Activation d'entrée multipliée par les poids. Le neurone de sortie ayant la plus grande activation détermine l'angle de braquage. Pour entraîner le réseau, un humain conduisait le véhicule en fournissant l'angle de braquage correct pour une image donnée. Tous les poids du réseau neuronal étaient ajustés pendant l'entraînement afin que la sortie d'Alvin corresponde mieux à celle du conducteur humain. La méthode d'ajustement des poids s'appelle la rétropropagation. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais Welch Labs a une excellente série là-dessus, je mettrai le lien en description. Encore une fois, vous pouvez visualiser les poids des 4 neurones cachés sous forme d'image.
Les poids sont initialement aléatoires, mais à mesure que l'entraînement progresse, l'ordinateur apprend à reconnaître certains motifs. Vous pouvez voir les marquages routiers émerger dans les poids. En même temps, l'angle de braquage de sortie converge vers celui du conducteur humain. L'ordinateur conduisait le véhicule à une vitesse maximale d'environ 1 ou 2 km/h. Il était limité par la vitesse à laquelle l'ordinateur pouvait effectuer les multiplications matricielles. Malgré ces avancées, les réseaux neuronaux artificiels avaient encore du mal avec des tâches apparemment simples, comme distinguer un chat d'un chien. Et personne ne savait si le problème venait du matériel ou du logiciel. Avions-nous un bon modèle de l'intelligence mais pas assez de puissance de calcul? Ou bien avions-nous une mauvaise idée de ce qu'est réellement un système intelligent? Ainsi, l'intelligence artificielle a connu une nouvelle période creuse dans les années 1990. Au milieu des années 2000, la plupart des chercheurs en IA se concentraient sur l'amélioration des algorithmes. Mais une chercheuse, Fei-Fei Li, pensait que le problème était peut-être ailleurs. Peut-être que ces réseaux neuronaux artificiels avaient simplement besoin de plus de données pour s'entraîner. Elle a donc planifié de cartographier le monde entier des objets. De 2006 à 2009, elle a créé ImageNet, une base de données de 1,2 million d'images étiquetées manuellement, ce qui en faisait à l'époque le plus grand jeu de données d'images jamais construit. Et de 2010 à 2017, ImageNet a organisé un concours annuel, le ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, où des programmes informatiques s'affrontaient pour détecter et classer correctement des images. Les images étaient classées en 1000 catégories différentes, dont 90 races de chiens. Un réseau neuronal participant à ce concours devait donc avoir une couche de sortie de 1000 neurones, chacun correspondant à une catégorie d'objets potentiellement présents dans l'image. Si l'image contient par exemple un berger allemand, alors le neurone correspondant doit avoir l'activation la plus élevée. Sans surprise, ce défi s'est révélé difficile. Une façon d'évaluer les performances d'une IA est de voir à quelle fréquence la bonne catégorie ne figure pas parmi les 5 plus activées. C'est ce qu'on appelle le taux d'erreur top 5. En 2010, le meilleur système avait un taux d'erreur top 5 de 28,2%, ce qui signifie que près d'un tiers du temps, la bonne réponse n'était pas parmi les 5 premières propositions. En 2011, le taux d'erreur du meilleur système était de 25,8%, une nette amélioration. Mais l'année suivante, un réseau neuronal artificiel de l'Université de Toronto, appelé AlexNet, a surpassé toute la concurrence avec un taux d'erreur top 5 de seulement 16,4%. Ce qui distinguait AlexNet, c'était sa taille et sa profondeur. Le réseau se composait de 8 couches et comptait au total 500 000 neurones. Pour entraîner AlexNet, 60 millions de poids et de biais devaient être ajustés avec soin à l'aide de la base de données d'entraînement. En raison de toutes les grandes multiplications de matrices, traiter une seule image nécessitait 700 millions d'opérations mathématiques individuelles. Donc l'entraînement était intensif sur le plan computationnel. L'équipe y est parvenue en étant pionnière dans l'utilisation de GPU, des unités de traitement graphique traditionnellement utilisées pour piloter les écrans. Elles sont donc spécialisées dans les calculs parallèles rapides. L'article sur AlexNet décrivant leur recherche est un véritable blockbuster. Il a été cité plus de 100 000 fois et identifie l'échelle du réseau neuronal comme la clé de son succès. Il faut beaucoup de calculs pour entraîner et faire fonctionner le réseau, mais l'amélioration des performances en vaut la peine. D'autres ont suivi leur exemple, et le taux d'erreur top 5 dans la compétition ImageNet a chuté les années suivantes jusqu'à 3,6% en 2015. C'est meilleur que la performance humaine. Le réseau neuronal qui a atteint ce résultat comptait 100 couches de neurones. Donc le futur est clair. Nous verrons une demande toujours croissante pour des réseaux neuronaux toujours plus grands. Et cela pose problème pour plusieurs raisons. L'une d'elles est la consommation d'énergie. Entraîner un réseau neuronal nécessite une quantité d'électricité comparable à la consommation annuelle de 3 foyers. Un autre problème est le soi-disant goulot d'étranglement de von Neumann. Presque tous les ordinateurs numériques modernes stockent les données en mémoire et y accèdent selon les besoins via un bus. Lorsqu'on effectue les énormes multiplications de matrices requises par les réseaux neuronaux profonds, la majeure partie du temps et de l'énergie est consacrée à aller chercher les poids, pas à faire les calculs. Et enfin, il y a les limites de la loi de Moore. Pendant des décennies, le nombre de transistors sur une puce doublait environ tous les 2 ans. Mais désormais, la taille d'un transistor approche celle d'un atome. Donc il existe des défis physiques fondamentaux à une miniaturisation plus poussée. C'est donc le moment parfait pour les ordinateurs analogiques. Les ordinateurs numériques atteignent leurs limites. Pendant ce temps, les réseaux neuronaux explosent en popularité
Et beaucoup de leurs calculs se résument à une seule tâche, la multiplication de matrices. Et le mieux, c'est que les réseaux neuronaux n'ont pas besoin de la précision des ordinateurs numériques. Que le réseau soit confiant à 96 ou 98% que l'image contient un poulet, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est quand même un poulet. Donc une légère variabilité dans les composants ou les conditions est tolérable. Je suis allé voir une start-up d'informatique analogique au Texas appelée Mythic AI. Là-bas, ils créent des puces analogiques pour faire tourner des réseaux neuronaux. Et ils m'ont fait la démonstration de plusieurs algorithmes d'IA. Oh voilà, tu vois, il te détecte. Ouais, c'est fascinant. Le plus grand cas d'usage, c'est la réalité augmentée et virtuelle. Tu sais, si ton ami est chez lui et que tu es chez toi, vous pouvez vous représenter mutuellement dans le monde virtuel. Donc, il faut capturer rapidement ta posture et la rendre dans le monde VR. Donc, Attends, c'est pour le métaverse alors? oui, c'est une application très métaverse. Il s'agit d'estimer la profondeur à partir d'une seule webcam. Il prend juste cette scène et crée une carte thermique. Plus c'est clair, plus c'est proche. Si c'est loin, c'est foncé. Maintenant, tous ces algorithmes peuvent tourner sur des ordinateurs numériques. Mais ici, la multiplication de matrices se fait réellement dans le domaine analogique. Pour rendre cela possible, Mythic a réutilisé des cellules de mémoire flash numérique. Normalement, elles servent à stocker un 1 ou un 0. Si on applique une forte tension positive à la grille de contrôle, des électrons traversent une barrière isolante et se retrouvent piégés sur la grille flottante. Une fois la tension retirée, les électrons peuvent rester là pendant des décennies, empêchant la cellule de conduire du courant. C'est ainsi qu'on peut stocker un 1 ou un 0. On peut lire la valeur stockée en appliquant une faible tension. S'il y a des électrons sur la grille flottante, aucun courant ne passe. C'est un 0. S'il n'y en a pas, le courant passe. C'est un 1. L'idée de Mythic est maintenant d'utiliser ces cellules non pas comme interrupteur marche-arrêt, mais comme résistance variable. Ils le font en mettant un nombre précis d'électrons sur chaque grille flottante au lieu du tout ou rien. Plus il y a d'électrons, plus la résistance du canal est élevée. Lorsque vous appliquez ensuite une petite tension, le courant qui circule est égal à V sur R. Mais vous pouvez aussi considérer cela comme la tension multipliée par la conductance, où la conductance est simplement l'inverse de la résistance. Ainsi, une seule cellule flash peut être utilisée pour multiplier deux valeurs ensemble, tension fois conductance. Pour utiliser cela afin d'exécuter un réseau neuronal artificiel, ils écrivent d'abord tous les poids dans les cellules flash sous forme de conductance. Puis ils saisissent les valeurs d'activation comme tension sur les cellules. Et le courant résultant est le produit de la tension fois la conductance, c'est-à-dire activation fois poids. Les cellules sont connectées de manière à ce que le courant de chaque multiplication s'additionne, complétant la multiplication matricielle. Donc voici notre premier produit. Celui-ci peut faire 25 000 milliards d'opérations mathématiques par seconde. 25 000 milliards? Oui, 25 000 milliards d'opérations mathématiques par seconde dans cette petite puce, consommant environ 3 watts de puissance. Comment cela se compare-t-il à une puce numérique? Les nouveaux systèmes numériques peuvent faire entre 25 et 100 000 milliards d'opérations par seconde, mais ce sont de gros systèmes à 1 000 $ qui consomment entre 50 et 100 watts. Évidemment, ce n'est pas vraiment comparable, non? Ce n'est pas comparable. Je veux dire, pour entraîner ces algorithmes, vous avez besoin de gros matériel comme ça. Vous pouvez tout faire sur un GPU, mais si vous faites spécifiquement des tâches d'IA et que vous voulez les déployer, vous pourriez utiliser ça à la place. Vous pouvez les imaginer dans des caméras de sécurité, des systèmes autonomes ou des équipements d'inspection industrielle. À chaque fois qu'ils fabriquent une chips Frito-Lay, elle est inspectée par une caméra et les mauvaises chips sont éjectées du tapis roulant. Mais ils utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les bonnes et les mauvaises chips. Certains ont proposé d'utiliser des circuits analogiques dans les enceintes connectées pour écouter uniquement le mot de réveil comme Alexa ou Siri. Ils consommeraient beaucoup moins d'énergie et pourraient activer rapidement et fiablement la partie numérique de l'appareil, mais il faut toujours faire face au défi de l'analogique. Pour l'un des réseaux neuronaux les plus utilisés, il y aurait 50 séquences de multiplication de matrices à effectuer. Si l'on faisait cela entièrement dans le domaine analogique, le signal serait tellement déformé à la sortie qu'il ne resterait aucun résultat exploitable. On le convertit donc du domaine analogique vers le domaine numérique, on l'envoie au bloc de traitement suivant, puis on le reconvertit dans le domaine analogique. Cela permet de préserver le signal. Quand Rosenblatt a commencé à développer son perceptron, il utilisait un ordinateur IBM numérique.
Le trouvant trop lent, il a construit un ordinateur analogique sur mesure avec des résistances variables et de petits moteurs pour les ajuster. En fin de compte, son idée des réseaux neuronaux s'est révélée juste. Peut-être avait-il aussi raison à propos de l'analogique. Maintenant, je ne peux pas dire si les ordinateurs analogiques connaîtront le même essor que les ordinateurs numériques au siècle dernier, mais ils semblent tout de même mieux adaptés à bon nombre des tâches que nous souhaitons confier aux ordinateurs aujourd'hui. Ce qui est un peu amusant car j'ai toujours pensé que le numérique était le moyen optimal de traiter l'information. Vous savez, tout, de la musique aux images en passant par la vidéo, est passé au numérique ces 50 dernières années. Mais peut-être que dans 100 ans, nous verrons le numérique non pas comme l'aboutissement de la technologie de l'information, mais comme son point de départ. Nos cerveaux sont numériques en ce sens qu'un neurone déclenche ou non, mais ils sont aussi analogiques, car la pensée se produit partout, simultanément. Donc peut-être que ce dont nous avons besoin pour créer une vraie intelligence artificielle, des machines qui pensent comme nous, c'est la puissance de l'analogique.